La chienne berger allemand, enceinte, gisait dans le parking d'un supermarché Target mourante. Une tumeur monstrueuse, grosse comme un pamplemousse, déformait son cou. Autour de sa fourrure noire, la neige tombait en silence, tandis que la température chutait à -15 degrés. Sa respiration haletante formait de petites nuées de givre dans l'aube glaciale du Montana. 47 personnes étaient passées devant elle en 3 heures. 47. Certaines avaient jeté un coup d'œil, d'autres non. Quelques-unes avaient sorti leur téléphone, pris une photo, puis poursuivi leur chemin. Les yeux du chien suivaient chacun de leurs pas, suppliant, désespéré, mourant. Son ventre gonflé, lourd de 6 chiots à naître, montait et redescendait difficilement, écrasé par la masse qui comprimait sa trachée. Puis des pas se firent entendre sur la neige, différents des autres. Ces pas s'arrêtèrent. Margaret, Maggie, Sullivan, 68 ans, invisible aux yeux du monde, se mit à genoux dans la boue gelée. Elle plongea son regard dans celui de la chienne mourante et s'y vit elle-même. « Je t'aime, ma belle », murmura Maggie d'une voix tremblante. « Je te le promets. Laissez un j'aime si cette aventure vous a touché et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous regardez. » On continue la suite. Maggie avait été infirmière pendant 40 ans avant que la retraite ne lui vole son but. Depuis 3 ans, elle errait dans une routine sans saveur. Veuve depuis une décennie, mère de 2 enfants qui l'appelaient une fois par mois quand ils y pensaient, elle savait ce que c'était d'être invisible. Sa grande maison de 4 chambres à Bozeman résonnait du vide. Les photos de son mari défunt, Thomas, prenaient la poussière sur la cheminée. Le téléphone ne sonnait presque plus. Chaque samedi à 6 heures du matin, Maggie prenait la voiture jusqu'à ce même parking. Assez tôt pour éviter la foule, assez tard pour ne pas craindre la nuit. C'était devenu un rituel, rassurant mais creux. Sauf que ce matin-là, rien n'était ordinaire. La berger allemand, grelottante dans la neige, devait avoir environ 3 ans, bien que la malnutrition extrême la vieillissait prématurément. Son pelage noir et fauve, emmêlé et couvert de glace, pendait lâchement sur ses côtes saillantes. Elle aurait dû peser 32 kilos, mais Maggie estima qu'elle en faisait à peine 20. La tumeur sur son cou, impossible à ignorer, formait une masse d'environ 15 cm, violacée, pressant sa trachée à chaque respiration laborieuse. Mais ce qui brisa réellement le cœur de Maggie, ce fut son ventre, gonflé, tendu, signe d'une grossesse avancée. 6, peut-être 7 semaines, estima-t-elle avec son instinct d'infirmière. Les chiots à l'intérieur manquaient de temps, tout comme leur mère. Autour de son cou, un vieux collier de cuir portait une médaille métallique rongée par la rouille, illisible, pas de laisse, aucun maître en vue, juste l'abandon incarné. Maggie avait perdu sa première fille il y a 40 ans, à 28 semaines de grossesse. Prééclampsie, un choix impossible, sauver la mère ou sauver l'enfant. Thomas avait choisi de sauver Maggie. Leur fille, jamais nommée, était morte 7 minutes après sa naissance. Trop petite, trop tôt, sans chance. Maggie avait porté cette culpabilité comme un poids constant, un caillou dans chaque poche de son âme. Ses 2 autres enfants, Jessica et Michael, étaient adultes maintenant, réussis, distants. Jessica, avocate à Boston, débordée. Michael, ingénieur à Seattle, envoyait des cartes de Noël avec les photos de petits-enfants que Maggie connaissait à peine. Ils avaient de leur vie, leur famille, leur monde, un monde sans place pour une vieille femme du Montana. La retraite lui avait arraché son identité. Elle n'était plus l'infirmière Sullivan, ni l'épouse de Thomas, à peine la mère de 2 enfants lointains, simplement Margaret, seule et oubliée, jusqu'à ce moment agenouillée dans la neige, près d'une chienne mourante. C'est là qu'elle comprit. Elle avait attendu un signe, une raison d'exister à nouveau, et cette raison venait de se manifester sous la forme d'un souffle fragile. Les genoux douloureux, Maggie se pencha lentement vers la chienne. Le froid lui traversa le jean en quelques secondes. Elle tendit ses mains prudemment. Les bergers allemands pouvaient être agressifs quand ils avaient peur, et celle-ci avait toutes les raisons du monde d'être terrifiée. Mais la chienne leva faiblement la tête et planta son regard dans celui de Maggie. Pas de grognement, pas de dents découvertes, juste cette fatigue si profonde qu'elle dépassait la peur, frôlant une sorte d'acceptation résignée. Puis, contre toute attente, sa queue s'agita faiblement. Les larmes brouillèrent la vue de Maggie. Cette créature, abandonnée, affamée, à l'agonie, gardait encore assez de confiance pour espérer. « Doucement, ma belle », murmura Maggie, la voix tremblante. « Laisse-moi t'aider. »
Ses doigts engourdis sortirent de son téléphone. Elle composa le 911. Le standard la redirigea vers le service de contrôle animalier. Une voix monotone décrocha au 4e appel. « Service animalier, ligne non urgente. C'est une urgence », insista Maggie, tâchant de garder son calme. Parking du Target sur la route 89. Berger allemand enceinte, état critique, température glaciale. Elle a besoin d'aide immédiatement. Nous enverrons quelqu'un dès que possible. Délai estimé, 45 minutes. Elle sera morte dans 45 minutes. Nous faisons de notre mieux, madame. C'est samedi matin, nous manquons de personnel. La ligne coupa. Maggie resta figée, le téléphone à la main, la colère montant comme une fièvre. Elle se précipita sur Google, refuge animalier, urgence, Bozeman, Montana. Le premier résultat, Montana Hills Rescue Center. Elle appela le numéro d'urgence, laissa un message désespéré décrivant la situation, puis raccrocha en priant pour qu'on la rappelle. Elle courut jusqu'à sa voiture, attrapa les couvertures de secours qu'elle gardait toujours dans son coffre, les réflexes d'infirmière ne mouraient jamais, et revint pour envelopper doucement la chienne. L'animal ne résista pas. Elle posa simplement sa tête contre la main de Maggie, dans un geste de confiance si pur qui lui fendit le cœur. « Comment tu t'appelles, c'est ma douce ?» souffla Maggie en observant la médaille rouillée, impossible à lire. « Qui t'a laissé ici ?» Un homme en costume passa à quelques mètres, attaché case à la main, les yeux rivés sur son téléphone. Il jeta un regard rapide, puis continua. « Numéro 48. » « Non, corrigea Maggie, 47. » Elle avait arrêté le décompte. 5 minutes passèrent. Une femme avec un chariot, un adolescent sur une planche, un couple âgé, main dans la main. Tous regardèrent, tous passèrent. La colère de Maggie se solidifia, tranchante comme de la glace. Voilà la société mise à nu. La souffrance, visible, ignorée parce qu'elle dérange. Elle s'assit à côté de la chienne, partageant sa chaleur et parla. De Thomas, de sa maison vide, de ce sentiment d'invisibilité. La chienne l'écoutait, les yeux fixés sur elle, les oreilles frémissant parfois au son de sa voix. 30 minutes plus tard, son téléphone vibra. Refuge Montana Hills, Dr Andrew Carter à l'appareil. Vous avez laissé un message concernant une chienne enceinte ? La voix était calme, assurée. Oui, je suis avec elle. Elle ne tiendra pas longtemps. Je suis à 10 minutes, tenez-la au chaud, j'arrive. 9 minutes plus tard, un van blanc arriva, glissant légèrement sur la neige. Sur le flanc, on lisait en lettres bleues « Montana Hills Animal Rescue ». Un homme d'une 50aine d'années descendit du véhicule, une mallette médicale à la main, ses gestes précis et rapides. « Je suis le docteur Carter », dit-il en s'accroupissant près d'elle. Son regard évaluait la situation avec la rigueur d'un professionnel habitué à la souffrance. « Depuis combien de temps est-elle ici ?»« Je ne sais pas », répondit Maggie. « Mais ça fait au moins une demi-heure que je suis avec elle, et 47 personnes sont passées avant que je m'arrête. » Le visage du vétérinaire se crispa. Une tension brève à la mâchoire. Il sortit un petit scanner portatif, le passa sur le cou de la chienne. Le dispositif émit un bip, puis un deuxième. Le docteur Carter fronça les sourcils. « C'est étrange. Quoi ?» demanda Maggie, inquiète. Elle a 2 puces électroniques, 2 enregistrements différents. Il consulte son écran. La première au nom d'une certaine Emily Chen, enregistrée en 2019. La seconde au nom d'un certain Robert Thornton 2021. 2 adresses à Bozeman. Maggie sentit son instinct d'infirmière se réveiller. « Ce n'est pas normal, n'est-ce pas ?»« Non, pas du tout. » Il examina la tumeur, son visage se durcit. Cette masse ne date pas d'hier, quelqu'un savait qu'elle était malade. Ses mains parcoururent le corps de la chienne avec douceur, palpant les côtes, les pattes, la colonne. Sous ses doigts, il trouva des marques anciennes, des cicatrices, des brûlures rondes, régulières, des traces de coups, des brûlures de taser ou d'aiguillons électriques, murmura-t-il consterné, et plusieurs fractures anciennes. Cette pauvre bête a été battue. La température sembla chuter encore. « On doit la transporter tout de suite », déclara-t-il enfin. « Mais je préfère être honnête avec vous. Avec la tumeur et la grossesse, ses chances sont très faibles. » Maggie plongea une dernière fois son regard dans celui de la chienne. Elle y vit ce même reflet qu'elle avait aperçu plus tôt, celui d'une âme abandonnée, attendant simplement qu'on s'arrête. « Alors on se battra pour ses faibles chances », dit Maggie avec détermination. « Je ne partirai pas. » Le trajet jusqu'à la clinique se fit dans un silence lourd. Maggie, assise à l'arrière du van, tenait la tête de la chienne contre ses genoux, la berçant comme un enfant.
Le moteur ronronnait, les pneus crissaient sur la neige, et chaque minute semblait durer une éternité. La salle d'examen sentait le désinfectant et le métal froid. Maggie s'assit sur une chaise en plastique, observant à travers la vitre les gestes rapides du docteur Carter et de son équipe. Radio, analyse sanguine, échographie. Des heures passèrent, ponctuées de bruits d'appareils et de voix étouffées. Quand enfin le vétérinaire sortit, Maggie comprit avant même qu'il parle. Son visage disait tout. « La tumeur est un lymphome stade 3 », annonça-t-il en sortant les radiographies. Elle mesure environ 15 cm. Elle enserre la trachée, l'artère carotide et l'œsophage. L'obstruction est à environ 60%. Maggie ferma les yeux. Elle connaissait ces mots. Elle en avait prononcé tant, autrefois, devant des familles en larmes. « Et les chiots ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « 6, environ 6 semaines de gestation, 3 semaines avant la naissance. » Il lui montra l'échographie. Sur l'écran, 6 petits cœurs palpitaient faiblement. Ils sont tous vivants. Incroyablement, malgré son état, cette chienne est une battante. « Vous pouvez opérer ?» Le vétérinaire s'assit face à elle et elle reconnut cette posture, celle du médecin qui s'apprête à dire l'indicible. L'opération est possible, mais risquée. Il faudrait retirer la tumeur et l'une de ses pattes avant, le cancer a envahi l'os au niveau de l'épaule. Mais il faut être clair, les risques sont immenses. « Dites-moi », souffla Maggie. « Premier risque, l'anesthésie pourrait déclencher un travail prématuré ou tuer les chiots. Deuxième risque, même si les chiots survivent à l'opération, elle pourrait faire une fausse couche ensuite. Troisième risque, avec son état actuel, la perte de sang, le choc, la probabilité qu'elle survive est de environ 8%. 8%. Maggie savait ce que cela voulait dire. Ce n'était pas une statistique, c'était une sentence. Et le coût ? Demanda-t-elle enfin. Le docteur Carter sortit un document imprimé. Chirurgie, 8 300 $. Soins post-opératoires, 2200. Mise bas et soins des chiots, 1800. Médicaments, complications, suivi. Environ 2000 de plus. Total estimé, 14 300 $. Maggie sentit le monde basculer. Sa retraite, ses économies, 82 000 $, de quoi vivre modestement jusqu'à la fin. À 68 ans, sans autre revenu que la sécurité sociale, cet argent devait la porter jusqu'au bout du chemin. Le vétérinaire reprit doucement. Il y a une autre option, les soins palliatifs. On soulage sa douleur, et quand le moment viendra, on l'endormira sans souffrance. Coût 500 $. Elle partirait paisiblement. Maggie regarda le devis. 14 300 pour un miracle à 8%. 500 pour une fin douce. Le choix raisonnable était évident. Mais la raison n'avait plus sa place ici. « J'ai besoin de réfléchir », dit-elle simplement. Quand il quitta la pièce, elle resta seule. Ses mains tremblaient. Et soudain, le passé revint la frapper en plein cœur. 40 ans plus tôt, un hôpital, un moniteur cardiaque, un cri déchirant. La voix du médecin. La prééclampsie est trop sévère. Nous pouvons tenter de sauver votre femme ou l'enfant, mais pas les deux. Thomas avait choisi. Elle avait survécu. Le bébé, non. 7 minutes de vie, 7 minutes d'agonie. Quand Maggie avait rouvert les yeux ce jour-là, son mari pleurait, et le corps minuscule de leur fille était déjà froid. Depuis, elle portait ce poids en silence. Aujourd'hui, devant cette chienne agonisante, enceinte elle aussi, la boucle se refermait. 8%, mais 8%, ce n'était pas zéro. Elle sortit son téléphone, appela le premier nom du registre, Robert Thornton, numéro invalide, puis elle chercha sur Internet. Le premier résultat apparut, un article daté de juillet 2023. Un officier K9 licencié après un incident de poursuite. Elle lut, son cœur se serra. Le chien nommé Liberty avait refusé un ordre d'attaque. Son maître, l'officier Thornton, avait été blessé lors de la poursuite. La presse l'avait démoli. Les commentaires étaient d'une cruauté inimaginable. Ce chien est un échec. Il devrait être abattu. Maggie sentit la colère lui brûler la gorge. Liberty, voilà son nom. Elle n'était pas un échec. Elle avait refusé d'attaquer. Peut-être parce qu'elle avait compris quelque chose que son maître n'avait pas vu. Elle appela ensuite le premier propriétaire, Emily Chen. Une voix de femme répondit « Allô ? Bonjour, je cherche Emily Chen à propos d'un chien, un berger allemand nommé Liberty. » Un silence, puis la voix se brisa. « Ma mère est décédée en avril 2020. Je suis sa fille, Laura. »« Oh, je suis désolée. Je l'ai trouvée, votre chienne. Elle est vivante mais très malade, abandonnée. » Laura sanglota. « Oh mon Dieu, maman aimait ce chien plus que tout. Mais après sa mort, je n'ai pas pu la garder.
allergie sévère. J'ai trouvé un agent de police qui voulait l'adopter. Il s'appelait Robert Thornton. Je croyais qu'elle serait en sécurité. Quand était-ce? Juin 2020, 2 mois après le décès de ma mère. Je pensais bien faire... Maggie expliqua tout. La tumeur, la grossesse, les cicatrices, l'abandon. À l'autre bout du fil, Laura pleurait à chaudes larmes. Ma mère m'a fait promettre que Liberty serait aimée jusqu'à la fin, et j'ai échoué. Quand l'appel se termina, Maggie resta assise longtemps, les yeux fixés sur les vitres embuées. Puis elle fit ses comptes, compte courant, 4 000, épargne, 82 000. Le van de Thomas, inutilisé depuis 10 ans, valait peut-être 12 000. Ses bijoux, quelques milliers. Elle pouvait le faire. Mais devait-elle le faire? Son téléphone vibra à nouveau. « Maman ?» La voix de Jessica. « J'ai reçu ton message. Une chienne? Sérieusement? 15 000 $? Tu es folle? Jessica, maman, tu as 68 ans. Et tu veux dilapider tes économies pour un chien mourant avec 8% de survie? Et si tu tombes malade? Et ta maison, tes soins? Ce n'est pas un chien errant. Elle a été trahie, 2 fois. Et je ne dépense pas mon argent, Jess. Je lui rends sa chance. C'est insensé. Je prends le premier avion. On doit parler. Ne viens pas? Ma décision est prise. Maggie raccrocha le cœur lourd. Derrière la vitre, Liberty la regardait, vivante, présente. Elle se leva, prit une grande inspiration. « Docteur Carter ?» Il leva la tête. « Programmez l'opération. On va se battre pour ces 8%. » Maggie mit 2 jours à rassembler l'argent. Elle vendit le vieux van de Thomas, celui avec lequel ils avaient rêvé de traverser le pays avant que la maladie ne l'emporte. Un jeune couple le lui acheta pour 11 500 $, leurs visages illuminés à l'idée d'un road trip de noces. Maggie signa le titre en tremblant, un sourire amer sur les lèvres. Le lendemain, elle poussa la porte d'un prêteur sur gage. La lumière crue révéla des vitrines remplies de souvenirs d'autres vies. Montres, alliances, photos oubliées. Le bijoutier leva à peine les yeux quand elle déposa ses bagues, le collier d'anniversaire que Thomas lui avait offert pour leurs 20 ans de mariage. 3 800, dit-il simplement. Elle hocha la tête, récupéra les billets et pleura dans sa voiture pendant 20 minutes. Enfin, elle appela sa banque, retrait anticipé de 8 000 $ de son plan retraite. 30% de pénalité, 2 400 envolés. Son conseiller, voix professionnelle et lissée, « Madame Sullivan, c'est un choix, risqué à votre âge. » « Notez, » répondit-elle avant de raccrocher. En 3 jours, elle avait réuni un peu plus de 20 000 $. Elle déposa 14 300 sur le compte du refuge. Le reste serait pour les imprévus. Quand elle remit le reçu à la secrétaire, elle sentit une légèreté étrange, un mélange de peur et de liberté. L'opération fut fixée au 21 janvier, à 7 heures précises. Pendant les 3 jours qui précédèrent, Maggie resta presque en permanence à la clinique. Elle dormait sur un lit de camp près des cages, nourrissait Liberty à la main, lui parlait doucement pendant des heures. Au début, la chienne restait méfiante, reculant quand on la touchait. Mais petit à petit, elle se détendit. Le 3e jour, elle posa sa tête sur les genoux de Maggie, ferma les yeux et soupira. « Il te faut un vrai nom », murmura Maggie. « Quelque chose qui te ressemble. Tu étais un chien de service. Tu as été rejeté, trahi, et pourtant, tu respires encore. » Elle réfléchit un instant, puis ajouta « Alors ce sera Liberty, parce que tu mérites d'être libre de tout ça, libre de la douleur, libre de ton passé. » La queue de la chienne battit doucement contre le sol. Le nom semblait l'apaiser. Le matin du 21 janvier, Maggie arriva à 5h30. Liberty, étonnamment calme, semblait comprendre. Maggie s'accroupit, prit sa tête entre ses mains. « Je serai là quand tu te réveilleras, d'accord? Je te le promets. » Liberty lécha doucement ses doigts avant qu'on l'emmène en salle d'opération. La salle d'attente devint une prison de silence. Maggie avait apporté le chapelet de Thomas. Elle essaya de prier, mais les mots se mélangeaient, étouffés par l'angoisse. Les heures s'étirèrent comme des fils. À 8 heures, rien. À 9 heures, une infirmière passa, sourire fatigué. « Toujours en chirurgie, pas de nouvelles, c'est bon signe. » À 10 heures, l'assistante du docteur Carter apparut. Le retrait de la tumeur est plus complexe que prévu. Elle est enroulée autour de 3 vaisseaux majeurs. Il avance lentement. Maggie sentit ses mains devenir froides. Son cœur battait si fort qu'elle en avait la nausée. Puis, à 10h15, la porte s'ouvrit. Jessica entra, manteau beige, valise à la main, cernes aux yeux. « Maman !» Maggie leva la tête, surprise. « Jessica, on doit parler ? Pas maintenant. Maman, s'il te plaît. » « Pas maintenant. » Jessica s'assit 3 chaises plus loin.
Silence. Des minutes s'écoulèrent, puis sa voix, calme mais tendue. Tu sais que c'est une folie, non? C'est ton argent pour vivre, et tu le dépenses pour un chien que tu connais depuis 3 jours. Tu ne peux pas sauver tout le monde, maman? Maggie tourna lentement la tête. J'ai passé 40 ans à sauver les autres. Des inconnus, des malades, des mourants, et depuis 3 ans, je ne sauve plus rien, pas même moi. Alors oui, peut-être que c'est une folie, mais c'est la mienne. Jessica soupira, les yeux brillants. Ce n'est pas juste. Tu m'en veux parce que je suis partie vivre ma vie? Non. La voix de Maggie était douce mais ferme. Je t'en veux parce que tu m'as oublié, parce que tu n'as pas demandé comment j'allais depuis des années. Et maintenant, tu veux décider pour moi? Jessica détourna le regard. Je veux t'aider? Non? Tu veux contrôler? Les mots tombèrent comme des pierres. Tu ne comprends pas, Jess. Liberty a besoin de moi, pas de mon argent, de moi. Et moi, j'ai besoin d'elle, parce qu'elle me rappelle que j'existe encore. Avant que Jessica ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Le docteur Carter apparut, les traits tirés, le masque baissé, du sang tachetait encore sa blouse. Elle est vivante. Maggie s'effondra sur la chaise, les larmes coulant avant même qu'elle ne puisse parler. Jessica pose une main hésitante sur son épaule. Mais, ajouta le vétérinaire, les prochaines 48 heures seront décisives. Nous avons retiré la tumeur et amputé la patte avant droite. Les 6 chiots sont toujours vivants, leurs battements cardiaques sont forts. Mais si une infection se déclare ou si elle fait une fausse couche, elle ne tiendra pas. La chirurgie avait duré 6h30. Liberty avait perdu beaucoup de sang. La tumeur, une masse de près de 900 grammes, avait comprimé sa trachée au point de la suffoquer. Maggie demande seulement « Je peux rester avec elle ?» Le docteur Carter hésita, puis acquiesça. « Vous avez promis d'être là quand elle se réveillerait. » Alors oui. La première nuit, Jessica resta dans la salle d'attente. Maggie, elle, s'installa sur son lit de camp dans le chenil, près de Liberty. La chienne ne bougea pas. Ses yeux restaient fermés. Des tuyaux sortaient de son corps. Son flanc se soulevait faiblement. Maggie posa sa main dessus. « Tu n'es pas seule, ma belle, je suis là. » À 2h du matin, une alarme retentit. Les niveaux d'oxygène chutaient. Une assistante se précipita, ajusta la machine, injecta un médicament. La crise passa. Maggie ne dormit pas une minute. À 11h, le lendemain, les paupières de Liberty frémirent. Puis elle ouvrit les yeux, lentement, confuse. La tête tourna vers Maggie. La queue remua juste un peu. « Doucement, ma belle », murmura Maggie en pleurant. « Tu es là? Tu as réussi ?» Liberty tenta de se lever, oublia sa patte manquante, s'effondra avec un gémissement. « Non, pas encore, pas tout de suite. On va apprendre ensemble. » Mais le soir venu, la fièvre monta, 103, puis 104. L'infection commençait. « Si elle dépasse 105, on la perdra », prévint le docteur Carter. Maggie resta toute la nuit éveillée, compresse fraîche, sur la tête de la chienne. Elle lui parlait sans arrêt, d'une voix douce. Des souvenirs avec Thomas, des couchers de soleil dans les montagnes, des enfants qu'elle aimait malgré la distance. Tu dois te battre, Liberty. Pas seulement pour toi, pour eux, pour moi. Parce que je n'ai pas arrêté ce matin-là pour te voir mourir. J'ai arrêté parce que toi et moi, on mérite mieux que ça. Les yeux de Liberty restaient fixés sur elle. À 7h le lendemain matin, le thermomètre indiqua 101,5. La fièvre était tombée. Elle est hors de danger immédiat, annonça le vétérinaire avec un sourire fatigué. Elle s'en sort. La rééducation commença. Apprendre à marcher sur 3 pattes n'était pas facile. Jour 1, 2 pas avant la chute. Jour 2, 5. Jour 3, toute la pièce, tremblante, mais debout. Maggie l'encourageait sans relâche. Tu vois, tu peux. Tu es plus forte que la douleur. Mais les blessures invisibles, elles, mettaient plus de temps à guérir. Liberty tressaillait au moindre bruit métallique. Elle reculait quand un homme entrait. Même le docteur Carter devait l'approcher lentement. Un jour, un assistant fit tomber un bol en acier. Liberty sursauta, se jeta sous une table, haletante. Il fallut 1 heure avant qu'elle ne ressorte. « Elle a été battue par un homme », dit Maggie d'une voix sombre. « J'en mettrai ma main à couper. » Chaque 3 jours, l'équipe faisait une échographie. Les 6 petits survivants grandissaient. Leur cœur battait fort. Tout allait bien. 5 jours après l'opération, une visite inattendue bouleversa tout, Laura Chen. Elle avait pris le bus depuis Helena avec une boîte à chaussures remplie de photos. Des images de Liberty, jeune, courant dans un champ avec une femme âgée, aux cheveux argentés. La même femme que Maggie avait entendu nommer maman au téléphone. Ma mère s'appelait Olivia.
expliqua Laura, les larmes aux yeux. Elle avait Alzheimer. Liberty était son chien d'assistance. Elle lui sauvait la vie. 6 fois, d'après les dossiers vétérinaires. Et maintenant, c'est vous qui l'avez sauvée. Elle sortit une enveloppe. Maman avait laissé 5 000 $ pour Liberty dans son testament. J'ai utilisé l'argent pour les funérailles. Mais aujourd'hui, je veux corriger ça. Elle déposa 3 000 $ sur le bureau du docteur Carter. Je veux qu'un des chiots porte son nom. Maggie hocha la tête. Alors ce sera Olivia. Les jours passaient, et Maggie ne quittait presque plus la clinique. C'était devenu son refuge. Elle rentrait parfois chez elle pour se doucher, attraper un peu de linge propre, puis revenait aussitôt. Le docteur Carter tenta de la raisonner. « Maggie, vous avez besoin de vrai repos, dans un vrai lit. Je dors ici, ça me suffit. J'ai enfin un but, docteur. Ne m'enlevez pas ça. » Et il n'insista pas. Le 1er février, la météo annonça une tempête, la plus violente du Montana depuis 20 ans. 3 à 4 pièces de neige, des vents à moins 40, des coupures d'électricité probables. Le docteur Carter fronça les sourcils. Liberty est sur le point de mettre bas. Si le blizzard frappe pendant l'accouchement, on pourrait perdre le chauffage, la lumière, tout. Maggie ne réfléchit pas. Je resterai ici, quoi qu'il arrive. Elle rentra chez elle le 2 février pour préparer un sac. Quelques vêtements, des boîtes de conserve, des médicaments, une photo de Thomas dans son cadre en argent. Avant de partir, elle appela son fils Michael. « Il va neiger fort, mon grand. Je vais rester quelques jours à la clinique au cas où Liberty ait besoin de moi. » Un silence. Puis la voix de Michael, plus douce qu'elle ne s'y attendait. « Sois prudente, maman, et je suis fier de toi. Je devrais te le dire plus souvent. » Les mots la prirent de court. Elle en eut les larmes aux yeux. Le 3 février, à 18 h, le blizzard s'abattit sur Bozeman. Le vent hurlait comme un animal blessé. Les routes furent fermées en moins d'1 heure. Les lumières de la clinique vacillaient déjà. Le générateur de secours se mit en marche, fournissant juste assez d'énergie pour les équipements vitaux. À 21 h, Liberty devint nerveuse. Elle tournait en rond, creusait frénétiquement sa couverture, refusait de manger. Température à 99,8 degrés, nota le docteur Carter. Elle va accoucher dans les 24 heures. Dehors, le vent giflait les vitres. À 23 h, le courant principal tomba. L'obscurité engloutit la clinique, rompue seulement par les lumières d'urgence. Maggie réagit aussitôt. L'instinct d'une vie entière à sauver des vies y s'était rallumé. Elle chauffa de l'eau, installa des bouillottes dans des serviettes, rapprocha des lampes alimentées au générateur, créant un cocon de chaleur autour de Liberty. « On va y arriver, ma fille. Toi et moi. » À minuit passé, les premières contractions commencèrent. Les cris du vent dehors se mêlaient aux gémissements de la chienne. Maggie, agenouillée près d'elle, tenait sa tête, murmurait sans arrêt « Respire, ma belle. Doucement. Tu fais ça très bien. » À 0h15, le premier chiot arriva, un mâle noir comme la nuit. Son cri déchira le silence. Fort, vivant, Maggie éclata en sanglots, Liberty le lécha, méthodique, maternel. « Bien, ma chérie, continue. » 30 minutes plus tard, un deuxième chiot vit le jour. Une femelle, au pelage fauve, vigoureuse, puis à 1h30, le troisième arriva, mais il ne respirait pas. « Non, non, non » dit Maggie d'une voix tremblante. Le docteur Carter attrapa le petit corps mouillé, le frictionna avec des serviettes, souffla doucement dans ses narines minuscules. 30 secondes, rien, 1 minute, rien, 1 minute 15, puis un petit cri, faible mais bien réel. Maggie éclata de rire et de larmes à la fois. « Tu vois ? On ne lâche rien ici. » Le 4e arriva à 2 heures, une femelle noire et fauve, le 5e, minuscule, à 2h30, le plus petit de la portée. Un mâle couleur sable, à peine la moitié de la taille de ses frères et sœurs. Mais il respirait avec force. Maggie le baptisa aussitôt dans un murmure. « Tiens bon petit, toi tu t'appelleras Hope. » À 3h15, le dernier chiot arriva, une femelle au pelage noir brillant. 6 chiots, tous vivants. Quand tout fut terminé, Liberty léchait méthodiquement chacun d'eux, les ramenant contre elle. Dehors, la tempête hurlait toujours, mais dans ce petit coin de chaleur, la vie venait de triompher. Maggie, assise dans la paille, pleurait silencieusement. Des larmes de joie qu'elle croyait perdues à jamais. Le docteur Carter s'essuya les yeux discrètement. « 6 chiots en bonne santé, dit-il d'une voix rauque, contre toutes les probabilités. » Maggie murmura « Contre toutes les probabilités, oui. » Le lendemain matin, une jeune vétérinaire posta sans autorisation une courte vidéo sur les réseaux. On y voyait Liberty allongée, allaitant ses 6 chiots, et Maggie endormie sur le lit de camp, sa main reposant sur le flanc de la chienne. La légende disait
Berger allemand abandonné, enceinte, tumeur massive, sauvée par une inconnue. 6 miracles nés pendant le blizzard. Voilà pourquoi on ne renonce jamais. La vidéo fut publiée à 9 h, à midi, 50 000 vues, à 18 h, 2 millions. Le lendemain matin, 15 millions. Les médias s'en mêlèrent. Des caméras arrivèrent devant la clinique, des journalistes, des bénévoles, des curieux. Le docteur Carter tenta de les repousser, mais une équipe locale d'une chaîne de Missoula insista. « Cette histoire pourrait sauver d'autres animaux », dit-il à Maggie. Elle hocha la tête. « D'accord, mais une seule interview. » La journaliste, une jeune femme au regard doux, installa son micro. « Pourquoi vous êtes-vous arrêtée, Madame Sullivan, quand 47 autres ne l'ont pas fait ?» Maggie la fixe, les yeux humides mais clairs. « Parce que je me suis reconnue dans ses yeux. Abandonnée, fatiguée, invisible. J'ai 68 ans. Mes enfants ont leur vie. Mon mari n'est plus là. Le monde vous fait croire qu'à cet âge, vous ne servez plus à rien. Mais Liberty avait besoin de moi. Et moi, j'avais besoin d'être utile encore une fois. » Un silence, puis elle ajouta plus doucement « On s'est sauvés mutuellement. » L'extrait devint viral. 20 millions de vues en 24 heures. Quelqu'un lança une collecte de dons en ligne. Aidons Maggie et Liberty. Objectif, 5 000 $. En 4 heures, la somme était atteinte. Quand la campagne fut clôturée, elle affichait 47 000 $. $1 pour chaque personne qui avait marché sans s'arrêter. Mais la notoriété apporta aussi la cruauté d'Internet. Les commentaires affluaient. Quel gaspillage! Des gens meurent de faim et elle dépense 15 000 pour un chien. Cette vieille dame est folle, typique des boomers. Une erreur sentimentale, me voilà tout. Le docteur Carter la mit en garde. Ne lisez pas les commentaires, mais Maggie, ça n'en vaut pas la peine. Elle hocha simplement la tête. Le 8 février, un homme entra dans la clinique. Il avait les traits tirés, une barbe mal entretenue, les yeux creux. Ses vêtements portaient la marque d'un long abandon. La réceptionniste l'accueillit prudemment. « Puis-je vous aider ? Je suis venu pour Liberty, » dit-il d'une voix rauque. Quand le docteur Carter l'aperçut, son visage se ferma aussitôt. « Vous êtes Robert Thornton, » dit-il froidement. L'homme hocha la tête. « Vous l'avez abandonné ? Vous l'avez battu. » Robert resta silencieux, les yeux baissés. Puis ses épaules s'effondrèrent. « J'ai tout perdu, » murmura-t-il. « Mon travail, ma famille, ma santé mentale, je l'ai accusée pour une erreur qui était la mienne. Je lui ai donné un ordre injuste, elle a refusé. Et à cause de ça, j'ai tout détruit. » Il inspira, tremblant. « Quand elle est tombée enceinte, je l'ai vue comme une trahison. Je l'ai laissée attachée dehors une nuit. Un chien errant l'a saillie, j'étais ivre. J'ai cru que ma vie était finie. Alors je l'ai mise dans la voiture, je l'ai déposée sur ce parking et je suis parti. Je pensais que quelqu'un la trouverait vite. Je ne savais pas pour la tumeur. » Le docteur Carter croisa les bras. « Ça n'excuse rien. Les mois d'abus avant ça non plus. » Robert hocha la tête. « Je sais, c'est pour ça que je suis venu. » Il pose une enveloppe sur le bureau. « J'ai tout vendu. Ma maison, ma voiture. Il y a 50 000 $ dedans. C'est tout ce qu'il me reste. Je veux payer pour tout ce qu'elle a subi et me livrer à la police. » La porte du bureau s'ouvrit lentement. Maggie se tenait là. Elle avait tout entendu. Robert la vit et s'effondra à genoux. « Je suis désolé. À vous, à elle, à tout le monde, je l'ai détruite. Et je ne mérite pas de lui survivre. » Maggie s'avança lentement. La colère et la pitié se mêlaient dans son regard. « Vous n'avez pas le droit de demander pardon juste pour soulager votre conscience, » dit-elle calmement. « Liberty a failli mourir à cause de vous. Ces chiots ont failli ne jamais naître. » Robert hocha la tête en larmes. « Je sais, mais, » reprit-elle plus doucement, « le fait que vous soyez ici prouve peut-être qu'il reste quelque chose d'humain chez vous. Alors écoutez-moi bien, je ne vous pardonne pas. Liberty non plus. Pas encore, mais si vous voulez vous racheter, commencez par vous soigner. Désintoxication, thérapie, changez. Et peut-être un jour, quand elle sera prête, vous pourrez la revoir. » Robert acquiesça, bouleversé. « Je le ferai, je le jure. » Il partit le lendemain même pour un centre de traitement à Billings. 2 jours plus tard, Maggie sentit une douleur qu'elle ne pouvait plus ignorer. Une pointe dans le ventre qu'elle traînait depuis des mois. Elle tenta de la dissimuler. Mais le docteur Carter, habitué au visage crispé de douleur, la repéra. « Maggie, ça fait combien de temps que vous avez mal ? » ?»« Oh, juste un peu de fatigue. Rien de grave. Ce n'est pas rien, je vous emmène à l'hôpital, maintenant. » Le docteur Carter insista jusqu'à ce que Maggie accepte de le suivre. Il neigeait encore ce matin-là et la lumière du jour filtrait à peine à travers le ciel gris. Dans la voiture, elle fixait la route sans parler.
La clinique, les chiots, Liberty, tout semblait s'éloigner comme un rêve fragile qu'on abandonne au réveil. À l'hôpital de Bozeman, les examens s'enchaînèrent. Radiographie, scanner, analyse. Les couloirs sentaient le désinfectant et la peur. Quand le médecin entra enfin dans la salle, Maggie sut. Elle avait déjà vu ce regard des centaines de fois dans sa carrière. La compassion mesurée de celui qui s'apprête à prononcer une sentence. « Madame Sullivan, nous avons trouvé une masse dans votre abdomen. » Elle resta silencieuse. « Il s'agit d'un adénocarcinome de l'ovaire, probablement au stade 2. Nous devons opérer rapidement. » Elle inspira profondément. Pas de cris, pas de larmes. Juste une paix étrange, résignée. « Combien de temps j'ai ?» nous demanda-t-elle. « Si on agit vite, le pronostic est de bon. 6 à 9 mois de traitement, chirurgie incluse. » Elle hocha simplement la tête. Quand le docteur Carter vint la voir ce soir-là, elle tenta de plaisanter. « Vous savez, c'est un peu ironique, j'ai passé ma vie à sauver les autres, et maintenant c'est moi qu'il faut opérer. » Mais sa voix tremblait. Il pose une main sur la sienne. « Vous allez vous en sortir, Maggie. Vous êtes la personne la plus forte que je connaisse, et Liberty aura besoin de vous encore longtemps. » Elle esquissa un sourire triste. Peut-être que c'est elle qui me sauvera cette fois. Le lendemain, elle subit une laparotomie exploratrice. Le cancer n'avait pas encore métastasé, mais il était agressif. On lui retira les ovaires, une partie de l'utérus et des ganglions. La convalescence fut difficile. Les jours d'après, elle demanda à voir Liberty. Le personnel hésita, mais le docteur Carter organisa une solution. Le 18 février, 2 semaines après la naissance des chiots, il entra dans sa chambre d'hôpital avec un sourire. « J'ai un cadeau pour vous. » Maggie leva les yeux et son cœur manqua un battement. Liberty était là, marchant maladroitement sur 3 pattes, une couverture sur le dos, un harnais autour du torse. Ses yeux brillaient. « Oh mon Dieu !» murmura Maggie. La chienne s'approcha lentement, posa sa tête sur ses genoux. Maggie éclata en larmes. « Tu es venue, ma belle, tu es venue me voir. » Liberty gémit doucement, comme si elle comprenait. Les infirmières pleuraient en silence dans le couloir. Pendant sa convalescence, Liberty lui rendit visite 3 fois par semaine. Les chiots grandissaient vite. 4 femelles, 2 mâles, tous en parfaite santé. Maggie les voyait en vidéo, diffusée par le refuge. Hope, le plus petit, restait son préféré. Celui qu'elle avait sauvé de justesse, celui qui symbolisait tout ce qu'elle refusait d'abandonner. Mais l'hôpital n'était pas un endroit pour l'espoir. Les traitements commencèrent, chimiothérapie, fatigue, nausées, perte d'appétit. Chaque jour, Maggie se sentait un peu plus faible. Pourtant, dès que Liberty entrait, la lumière revenait. Un jour, une jeune infirmière nouvelle dans le service l'observa avec curiosité. « Vous croyez qu'elle sait ? Que vous êtes malade ?» Maggie sourit faiblement. Les chiens savent tout, surtout ceux qui ont déjà souffert. Entre 2 traitements, elle regardait les vidéos des chiots. Hope trottinait maladroitement, se cognant dans ses frères. L'un d'eux, plus téméraire, s'appelait Duke. Une autre, douce et calme, portait le nom d'Olivia. Chaque petit semblait incarner un fragment d'espoir. Un soir, Jessica revint à l'hôpital. Elle s'assit près du lit, silencieuse. « J'ai vu la vidéo, toi et Liberty, c'est partout, maman. On parle de vous à la télé, à la radio. Il y a même une pétition pour qu'on vous décore pour acte de compassion exemplaire. » Maggie rit doucement. « Une décoration ? Pour avoir fait ce qu'il fallait ? Non, ma chérie. Ce sont les gens qui passent sans s'arrêter qu'il faudrait éduquer, pas ceux qui s'arrêtent. » Jessica lui prit la main. « J'étais en colère contre toi parce que tu m'as toujours paru plus courageuse que moi. Tu n'as jamais eu peur de souffrir. Et j'ai passé ma vie à essayer de ne pas souffrir du tout. Mais je comprends maintenant, ce n'est pas une faiblesse, c'est ton don. Tu ressens tout, même la douleur des autres. » Maggie ferma les yeux, émue. « Alors promets-moi une chose, Jess. Quand je ne serai plus là, si Liberty ou ses petits ont besoin d'un foyer, tu t'en occuperas. » Jessica secoua la tête, les larmes aux yeux. « Ne parle pas comme ça. Tu vas t'en sortir. Promets-le-moi. » Jessica inspira profondément. « Je te le promets. » Pendant les semaines suivantes, la relation entre la mère et la fille changea. Jessica venait chaque jour, souvent avec du café et des photos des chiots. Elle se lia même d'amitié avec le docteur Carter qui passait régulièrement donner des nouvelles de Liberty. Mais le 6 mars, un appel bouleversa tout. « Maggie, c'est Carter, on a un problème. » Elle sentit son cœur se serrer. « Que se passe-t-il » L'un des chiots, Hope, il a cessé de s'alimenter. Son ventre est gonflé. Je crains une infection intestinale. Le silence fut total. Est-ce qu'il va s'en sortir ? On fait tout ce qu'on peut. Cette nuit-là, Maggie pria comme elle ne l'avait plus fait depuis la mort de Thomas.
À 3 heures du matin, le téléphone sonna de nouveau. « Il est en soins intensifs », dit Carter. « Mais il respire encore. » Le lendemain, il envoya une photo. Hope, reliée à une perfusion, la tête posée sur une couverture bleue. Maggie la regarda longtemps. « Tiens bon, petit, si je me bats, tu te bats aussi, d'accord ?» Et Hope se battit. 5 jours plus tard, il était hors de danger. Le docteur Carter appela en riant « Vous êtes contagieuse, Maggie, même vos miracles se mettent à guérir. » Elle rit aussi, malgré la faiblesse. « Non, c'est juste que la vie refuse d'abandonner parfois. » Quand elle fut autorisée à quitter l'hôpital, début avril, Liberty marchait désormais sans aide. Les chiots avaient 8 semaines, prêts à être adoptés. Maggie entra dans la clinique, le cœur battant. Les petits accoururent vers elle, piaillant, mordillant ses chaussures. Hope, le plus petit, s'assit droit devant elle, la tête penchée. « Toi, tu viens avec moi », murmura-t-elle en souriant. Le docteur Carter hocha la tête. « C'est ce que j'espérais que vous diriez. » Il fallut encore 2 semaines avant que l'hôpital ne lui donne le feu vert pour rentrer chez elle. Quand elle sortit enfin, Liberty et Hope l'attendaient dans la voiture. Le vent du printemps balayait les montagnes enneigées. Le ciel, enfin clair, semblait immense. « Tu sais quoi, ma belle ?» dit-elle en démarrant. « On est encore là. Toi, moi et ce petit miracle sur pattes. Et ça, c'est tout ce qui compte. » Les jours suivants furent simples, calmes. Maggie reprit doucement des forces. Liberty retrouvait sa vitalité, Hope grandissait vite. Les 3 formaient une petite famille étrange mais complète. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, le docteur Carter passa leur rendre visite. Il resta un long moment silencieux, observant la scène. Liberty couchée au pied du canapé, Hope endormie sur ses pattes, et Maggie qui tricotait, le regard apaisé. « Vous savez, dit-il doucement, c'est rare de voir la guérison sous sa forme la plus pure. Pas celle du corps, celle de l'âme. » Maggie leva les yeux vers lui et sourit. Parfois, les miracles ont des cicatrices, mais il n'en reste pas moins des miracles. Le printemps s'installa lentement sur Bozeman. La neige fondait, les rivières gonflaient, les montagnes semblaient respirer à nouveau, Maggie allait mieux, ses analyses s'amélioraient, les médecins parlaient même de rémission partielle. Liberty trottait fièrement sur 3 pattes, et Hope grandissait, curieux de tout, maladroit comme un chiot qui découvre le monde. Chaque matin, Maggie les emmenait marcher près du lac Gallatin. Liberty avançait doucement, tête haute, respirant l'air frais comme une promesse. Hope bondissait dans les flaques, aboyant contre les oiseaux qui passaient. Ces moments étaient simples, mais pour Maggie, ils avaient la valeur d'une vie entière. Un jour, alors qu'ils se promenaient, une petite fille s'approcha timidement. Elle devait avoir 6 ou 7 ans, les joues roses et des tresses blondes. « Madame, c'est bien le chien qui était à la télé? Celle avec une patte en moins ?» Maggie sourit. « Oui, c'est elle. Elle s'appelle Liberty. Et lui, c'est Hope. » La fillette s'accroupit, caressa doucement le museau de Liberty. « Elle est belle. Moi aussi, j'ai une cicatrice. » Elle releva sa manche. Une longue marque blanche courait le long de son avant-bras. « Accident de voiture, dit-elle fièrement. » Maggie sentit son cœur se serrer. « Eh bien, tu vois, ma chérie, les cicatrices, ça ne rend pas moins belle. Ça prouve juste qu'on a survécu. » La mère de la fillette, émue, prit la main de Maggie. « Merci pour ce que vous avez fait. Vous ne savez pas à quel point votre histoire a inspiré ma fille. Depuis qu'elle a vu votre vidéo, elle veut devenir vétérinaire. » Maggie sourit doucement. « Alors je crois que tout ça n'était pas pour rien. » Les semaines passèrent, paisibles. Maggie recommença à écrire. Elle tenait un journal sur Liberty, Hope et les leçons qu'il lui apprenait. Le docteur Carter venait souvent prendre le café. Jessica aussi désormais appelait chaque soir. Tout semblait enfin rentrer dans l'ordre. Mais les miracles, comme les saisons, ont une fin. Un matin de juin, alors qu'elle brossait Liberty dans le jardin, Maggie sentit un vertige la prendre. La brosse tomba. Elle s'agrippa à la rambarde, haletante. Une douleur fulgurante lui traversa le ventre. « Non, pas maintenant », murmura-t-elle. Elle tenta de se redresser, mais ses jambes cédèrent. Liberty se mit à aboyer, paniquée. Hope tourna autour d'elle, gémissant. Le voisin, alerté par le vacarme, accourut et appela les secours. Aux urgences, les examens furent rapides. Les visages graves, les maux qu'elle avait tant redoutés. Le cancer était revenu. Métastase hépatique, stade terminal. Quand le docteur Carter entra dans la chambre, elle sut qu'il savait déjà. « Combien de temps ?» demanda-t-elle simplement. « Quelques mois, peut-être moins. » Elle hocha la tête, calmement. « Alors il va falloir que je m'organise. » Les traitements n'étaient plus une option. Elle refusa la chimiothérapie palliative. « J'ai eu ma part de médicaments, » dit-elle en souriant faiblement.
Maintenant, je veux vivre ce qu'il me reste. Elle retourna chez elle le lendemain sous la surveillance d'une infirmière à domicile. Liberty refusait de la quitter. Hope aussi. Ils dormaient au pied du lit, veillés comme deux gardiens silencieux. Jessica revint de Boston pour s'installer avec elle. Au début, elle ne comprenait pas cette sérénité. « Tu ne veux vraiment pas te battre ?» demanda-t-elle un soir. « Oh ma chérie, je me suis battue toute ma vie. Ce n'est pas une reddition, c'est une reconnaissance. On ne choisit pas quand on part, mais on choisit comment. » Les semaines passèrent dans une paix étrange. Maggie écrivait chaque jour dans un cahier à la couverture bleue. Elle y notait des pensées, des souvenirs, des messages pour ses enfants, pour Liberty, pour Hope. Un jour, elle demanda à Jessica « Quand je ne serai plus là, tu donneras ce carnet au refuge. Peut-être qu'il servira à quelqu'un, peut-être qu'il aidera une autre âme fatiguée à se rappeler qu'elle compte encore. » Jessica hocha la tête en silence. En juillet, un nouveau projet naquit presque par hasard. Le docteur Carter proposa à Maggie de venir au refuge pour parler aux bénévoles, partager son histoire. « Les gens veulent se vous entendre, dit-il. Pas pour la célébrité, mais pour l'espoir. Vous incarnez ce qu'ils oublient, qu'il n'est jamais trop tard pour faire le bien. » Maggie hésita, puis accepta. Le 14 juillet, elle monta sur une petite scène aménagée dans la cour du refuge. Des dizaines de personnes étaient là. Familles, enfants, anciens militaires, bénévoles, journalistes. Liberty à sa gauche, Hope à sa droite. Elle prit la parole d'une voix tremblante mais ferme. « Je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, dit-elle. J'ai juste décidé de ne pas détourner le regard. Cette chienne n'a pas seulement survécu. Elle m'a rappelé qu'il reste toujours quelque chose à sauver, même quand tout semble perdu. » Un silence profond s'installa. Puis des applaudissements éclatèrent, sincères, bouleversants. Parmi la foule, un homme se tenait à l'écart. Robert Thornton, sobre, amaigri, les traits marqués. Il portait un badge du centre de réhabilitation de Billings. À la fin du discours, il s'approcha lentement. « Je ne voulais pas déranger, dit-il, mais je tenais à vous remercier. » Maggie le fixa longuement, puis sourit. « Vous avez changé ? Grâce à elle, répondit-il en désignant Liberty. Je travaille maintenant avec les chiens de thérapie. On aide les anciens soldats. J'ai encore beaucoup à réparer, mais je commence. » Elle hocha la tête. « Alors tenez parole, Robert. Redevenez un homme dont elle pourrait être fière. » Il baissa les yeux, ému. « Je ferai tout pour ça. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, Maggie resta assise sur la terrasse. Liberty dormait à ses pieds, Hope roulait en boule contre elle. Le vent portait l'odeur des pins et de la pluie. Elle murmura « Tu vois, Thomas, je n'ai pas guéri le monde, mais j'ai réparé un petit morceau, et c'est déjà beaucoup. » Elle ferma les yeux, un sourire paisible sur les lèvres. Les semaines suivantes furent douces. Les jours raccourcissaient, les nuits devenaient plus fraîches. Maggie s'affaiblissait, mais elle gardait ce calme lumineux. Puis, un matin d'août, Jessica entra dans sa chambre et trouva Liberty allongée sur le lit, la tête posée contre le bras de sa mère. Maggie dormait, ou plutôt, elle ne se réveillerait plus. Le soleil perçait à travers les rideaux. Liberty gémit doucement, comme si elle comprenait. Hope s'approcha, posa sa tête sur la couverture. Le silence emplissait la pièce, dense, sacrée. Jessica s'assit à côté d'eux. Les larmes coulaient, mais un sourire traversa son visage. « Tu peux te reposer maintenant, maman. On s'en occupe. » Les funérailles eurent lieu une semaine plus tard, dans un petit cimetière au pied des montagnes. Le ciel était d'un bleu profond, presque irréel, et une légère brise faisait danser les herbes hautes autour des pierres de tombale. Jessica avait choisi une cérémonie simple comme sa mère l'aurait voulu. Pas de discours officiels, pas de fleurs artificielles. Juste une photo de Maggie souriant, et à ses pieds, deux êtres qu'elle avait sauvés, Liberty et Hope. Quand le prêtre prononça les mots de bénédiction, Liberty gémit doucement. Elle posa sa patte avant sur la terre fraîche, comme pour dire adieu à sa façon. Hope, encore jeune et maladroit, se coucha à côté d'elle, la tête sur ses pattes, silencieux. Jessica ne put retenir ses larmes. Elle se tourna vers le docteur Carter, présent parmi les quelques proches réunis. « Elle aurait adoré cette journée, vous savez, dit-elle d'une voix tremblante. Il hocha la tête. « Oui, elle disait toujours que la mort n'était qu'un changement d'adresse. » Après la cérémonie, Jessica rentra chez sa mère. La maison était pleine de souvenirs. Les photos, les couvertures tricotées, le carnet bleu posé sur la table du salon. Elle l'ouvrit, hésitante. À l'intérieur,
Les dernières pages portaient une écriture plus tremblée, mais toujours lisible. « Si tu lis ces mots, ma chérie, c'est que mon corps a décidé de se reposer. Mais ne pleure pas. Je suis là, dans chaque respiration de Liberty, dans chaque battement de cœur de Hope, dans chaque vie que tu choisiras d'aider à ton tour. N'oublie jamais, la compassion est la seule chose qui nous rend immortels. » Jessica referma doucement le carnet, le serra contre elle. « Je te le promets, maman, » murmura-t-elle. « Je continuerai ce que tu as commencé. » Les semaines suivantes furent étranges. Le silence pesait dans la maison, mais il n'était plus vide. Liberty semblait comprendre. Chaque matin, elle se levait à la même heure, allait s'asseoir devant la porte d'entrée, regardant l'horizon comme si elle attendait encore Maggie. Hope, lui, suivait Jessica partout, la ramenant doucement vers la vie. Un soir, le docteur Carter passa leur rendre visite. Il apportait des papiers et un regard ému. « Le refuge veut créer un programme de thérapie animale au nom de votre mère, » expliqua-t-il. « Ils veulent se l'appeler le projet Maggie, une seconde chance. Liberty serait le symbole du programme, et Hope ferait partie de la première équipe. » Jessica resta silencieuse, submergée. « C'est ce qu'elle aurait voulu, » finit-elle par dire. La nouvelle se répandit vite. Les journaux parlèrent de l'héritage de Maggie Sullivan, une initiative destinée à former des chiens abandonnés en animaux de soutien émotionnel pour les hôpitaux, les maisons de retraite et les vétérans. Le programme attira des dons du monde entier. Des centaines de personnes se portèrent de volontaires. Le 1er novembre, le refuge organisa une cérémonie d'inauguration. Jessica prit la parole devant une foule rassemblée sous un ciel d'automne doré. Liberty, majestueuse malgré sa patte manquante, portait un harnais marqué « Chien de thérapie, projet Maggie ». Hope, devenu un jeune chien plein d'assurance, trottait à ses côtés. Jessica inspira profondément avant de parler. « Ma mère croyait que la compassion pouvait guérir ce que la médecine ne pouvait pas. Elle m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour faire la différence et qu'un simple geste, s'arrêter pour aider, peut tout changer. Aujourd'hui, grâce à elle, d'autres vies ne seront sauvées, d'autres âmes seront réparées. » Dans le public, Karen Blake, la fille d'Olivia, versait des larmes silencieuses. À côté d'elle se trouvait Robert Thornton, sobre depuis 10 mois, vêtu proprement, le regard baissé. Quand son tour vint de parler, il monta sur scène, hésitant. « J'ai été celui qui a détruit Liberty, dit-il, mais à cause d'elle, j'ai appris ce que signifiait vraiment se racheter. Aujourd'hui, je travaille avec des chiens policiers traumatisés. On les réhabilite, on leur redonne confiance. Si Maggie m'a appris quelque chose, c'est qu'on peut être celui qui blesse et ensuite celui qui guérit. » Un long silence suivit, puis les applaudissements éclatèrent. Ce soir-là, après la cérémonie, Jessica resta seule au refuge. Le soleil se couchait, teintant le ciel de rose et d'or. Elle s'assit près de Liberty, caressa sa tête. « Tu lui ressembles, tu sais, même regard, même calme. » Liberty pose doucement sa tête sur les genoux de Jessica. Hope se blottit contre elle. « On va continuer, les amis, » murmura-t-elle, jusqu'à ce que tout le monde apprenne à s'arrêter. Les mois suivants furent remplis d'activités. Liberty visita plusieurs hôpitaux, apaisant des patients âgés, des enfants malades, des anciens combattants brisés par le traumatisme. Sa douceur désarmait les plus durs. Les infirmières disaient qu'elle semblait sentir la douleur avant même qu'on la nomme. Hope, lui, fut entraîné pour détecter certaines anomalies médicales, crises d'angoisse, variations cardiaques ou même, selon les spécialistes, les marqueurs chimiques du cancer. Une étrange ironie du destin, comme si Maggie continuait à veiller à travers lui. Un jour, alors qu'il rendait visite à une maison de retraite, une vieille femme prit Liberty dans ses bras et murmura « On m'a dit que cette chienne avait appartenu à une infirmière. Elle avait un cœur immense, paraît-il. » Jessica sourit doucement. « Oui, et il bat encore, ici. » À Noël, Jessica reçut une lettre inattendue. C'était Robert. Il écrivait de son nouveau poste au refuge de Billings. « Je voulais que vous sachiez, j'ai pris soin de 3 chiens ce mois-ci. Des anciens K9 blessés, apeurés, brisés. Ils recommencent à faire confiance. Votre mère aurait été fière. Et moi, pour la première fois depuis des années, je ne me déteste plus. Merci de m'avoir laissé une seconde chance. » Jessica posa la lettre sur la table, émue. Liberty leva la tête comme si elle avait compris. « Tu vois, ma belle, dit-elle, même ceux qui ont fait du mal peuvent apprendre à aimer à nouveau.
En janvier, exactement un an après que Maggie ait trouvé Liberty mourante dans la neige, Jessica organisa une commémoration devant le Walmart où tout avait commencé. La ville entière s'y pressa. Une plaque fut inaugurée à l'endroit exact où Maggie s'était agenouillée dans le froid. L'inscription disait « Ici, une femme a choisi de ne pas détourner le regard. Elle a sauvé une vie et cette vie a changé des centaines d'autres. En mémoire de Maggie Sullivan, 1956 à 2024, des bénévoles du refuge, des familles, des inconnus déposèrent des fleurs. Le docteur Carter prononça un discours bref mais bouleversant. 47 personnes ont marché sans s'arrêter ce matin-là. Mais une seule a choisi la compassion. C'est tout ce qu'il faut pour changer le monde. Une seule personne qui s'arrête. Puis Jessica s'avança, Liberty à ses côtés. Sa voix tremblait, mais son regard était clair. Ma mère disait souvent, le courage, ce n'est pas d'affronter la mort, c'est de choisir la vie. Même quand elle fait mal aujourd'hui, je choisis la vie. Comme elle l'a fait, comme Liberty l'a fait. Et je vous demande juste une chose, ne détournez plus le regard, soyez celui qui s'arrête. Une salve d'applaudissements suivit. Liberty posa sa tête contre la jambe de Jessica, comme pour approuver. Hope aboya joyeusement, faisant rire la foule. Ce soir-là, dans le silence apaisé de la maison, Jessica alluma une bougie près du portrait de sa mère. « On a réussi, maman », murmura-t-elle. « Ton histoire continue. » Liberty s'étira, s'installa à ses pieds. Hope posa sa tête sur ses genoux. Dehors, la neige recommençait à tomber doucement, comme un rappel du premier jour. Les semaines suivantes, la neige recouvrit à nouveau Bozeman d'un silence immaculé. Mais cette fois, elle n'avait plus le goût de la tristesse. La ville semblait différente, plus attentive. Des inconnus s'arrêtaient désormais pour ramasser un animal blessé, aider un sans-abri, tendre la main à un voisin. On parlait souvent du syndrome Maggie, comme d'un rappel que la compassion pouvait être contagieuse. Le projet Maggie prit de l'ampleur. Des cliniques vétérinaires de tout l'État rejoignirent l'initiative. Puis d'autres villes suivirent, Missoula, Billings, Helena. En quelques mois, le programme forma plus de 100 chiens de soutien émotionnel. Liberty et Hope étaient devenus les visages du mouvement. Un matin de février, Jessica reçut un appel inattendu. « Madame Sullivan, ici Rachel Bennett, productrice pour Good Morning America. Nous aimerions faire un segment sur votre mère, Liberty, et le projet Maggie. » Jessica resta muette un instant. « Vous voulez dire une émission nationale ? » ?»« Oui, votre histoire a touché tout le pays. Nous aimerions que Liberty vienne sur le plateau avec vous. » Quelques semaines plus tard, elles montèrent dans un avion pour New York. Liberty s'installa calmement à ses pieds, Hope dans une cage de transport à côté. Les passagers reconnaissaient souvent la chienne et lui offraient des sourires, parfois même des larmes silencieuses. À l'aéroport JFK, une foule les attendait brandissant des pancartes « Merci Maggie, une seule personne peut tout changer ». Sur le plateau, les lumières étaient aveuglantes, les caméras imposantes. Jessica caressa le collier de Liberty pour la rassurer. La présentatrice, une femme élégante au sourire bienveillant, prit la parole. « Mesdames et messieurs, voici Liberty. » La chienne à 3 pattes, devenue symbole d'espoir, et Jessica Sullivan, la fille de la femme qui a changé tant de vies. L'interview commença doucement. Jessica raconta l'histoire de sa mère, de la neige, de la tumeur, des chiots. Le public retenait son souffle. « Votre mère disait que la compassion rend immortelle », rappela la journaliste. Et elle avait raison. Vous avez aujourd'hui des centaines de chiens formés grâce à elle. Jessica hocha la tête, la voix tremblante. « Oui, mais je crois que le plus grand héritage, c'est que les gens s'arrêtent à nouveau. Ma mère voulait juste ça, qu'on voit la souffrance et qu'on ne la contourne pas. » À la fin de l'émission, la journaliste annonça une surprise. « Nous avons une invitée spéciale. » Les coulisses s'ouvrirent et Laura Chen apparut, les larmes aux yeux. Dans ses bras, elle tenait un des chiots de la portée de Liberty. Olivia, devenue adulte. « Oh mon Dieu !» souffla Jessica. Les deux femmes s'enlacèrent. Liberty, en voyant sa fille, se redressa aussitôt et la reconnut. Les deux chiens se flairèrent de longuement, puis se couchèrent côte à côte, comme si le temps n'avait jamais passé. Le public se leva, applaudit longuement. Après l'émission, des milliers de messages affluèrent. Des lettres, des dons, des témoignages. Une femme écrivit « J'allais mettre fin à mes jours cette nuit-là, puis j'ai vu votre histoire. J'ai adopté un chien le lendemain. Vous m'avez sauvé sans le savoir. » Jessica lut cette lettre à voix haute, les larmes aux yeux. « Tu vois, maman, » murmura-t-elle, « tu continues à sauver des vies. » En avril, le gouverneur du Montana invita Jessica et Liberty à Helena pour recevoir la médaille du service civique. Lors de la cérémonie, il déclara
ce n'est pas seulement une histoire de chien et d'humanité. C'est une leçon sur ce que signifie être vivant. Maggie Sullivan nous a rappelé que la bonté n'est pas un acte isolé. C'est un héritage. Quand il remit la médaille à Jessica, elle la passa autour du cou de Liberty. Elle était la vraie héroïne, dit-elle simplement. Après la cérémonie, le docteur Carter, ému, s'approcha. Vous savez, si Maggie voyait tout ça, elle dirait sûrement « C'est bien, mais n'oubliez pas de remplir les gamelles ». Jessica rit à travers ses larmes. Oui, elle dirait ça, exactement. Mais un autre événement inattendu allait bientôt bouleverser tout ce qu'il croyait savoir. Un après-midi de mai, alors qu'il participait à une séance de thérapie pour des vétérans souffrant de stress post-traumatique, Hope, maintenant âgé d'1 an et demi, commença à agir bizarrement. Il tournait autour d'un homme, un ancien soldat nommé Derek Mills, et se mit à aboyer, insistant, nerveux. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda l'un des thérapeutes. Derek pâlit. « Je ne me sens pas bien. » Quelques secondes plus tard, il s'effondra. Crise cardiaque. Les infirmiers, alertés par le bruit, arrivèrent en urgence. Grâce à l'intervention rapide et au comportement de Hope, ils purent réanimer Derek à temps. Les médecins dirent plus tard, sans ce chien, il serait mort avant l'arrivée des secours. La nouvelle fit à nouveau le tour du pays. Le chiot du miracle sauve un vétéran. Les experts vétérinaires expliquèrent que certains chiens détectaient les changements chimiques liés à une crise cardiaque avant qu'elle ne se produise. Mais pour Jessica, ce n'était pas une coïncidence. Non, dit-elle dans une interview, c'est un signe. Ma mère est toujours là, quelque part. Et Hope est sa voix. Le mois suivant, une fondation médicale proposa de financer un programme pilote. Entraîner d'autres chiens du projet Maggie à détecter les crises cardiaques et les troubles neurologiques précoces. On appela le projet Hope Initiative. Lors de la conférence de presse, Jessica prit la parole. Ce n'est plus seulement une histoire sur la compassion. C'est la preuve qu'un seul acte de bonté peut résonner à travers des générations. Ma mère a sauvé Liberty. Liberty m'a sauvé. Et maintenant, Hope sauve d'autres vies. La chaîne ne s'arrête jamais. Les applaudissements furent longs. Mais ce soir-là, dans le silence de la maison, Jessica sentit une présence douce autour d'elle. Liberty dormait au pied du canapé, Hope à côté, et dans le léger souffle du vent à travers les rideaux, elle crut entendre une voix familière, apaisée. « Tu vois, Jess, tu n'as jamais eu besoin d'être moi. Tu as juste eu besoin d'aimer comme moi. » Elle sourit à travers ses larmes. « Je t'aime, maman, toujours. » 1 an plus tard, le projet Maggie Hope était devenu un programme national. Des centres de formation ouvrirent dans plus de 20 États. Des centaines de chiens abandonnés, blessés, maltraités recevaient désormais une seconde chance. Ils étaient informés pour détecter les signaux de détresse, accompagner les personnes âgées, les malades, les vétérans ou même des enfants autistes. Liberty, âgé de presque 10 ans, restait l'emblème du projet. Sa silhouette, fière malgré sa patte manquante, était devenue un symbole, celui de la résilience, de la douceur après la tempête. On la surnommait « la chienne qui a appris à l'Amérique à s'arrêter ». Jessica voyageait souvent pour raconter leur histoire, accompagnée de Hope. Ensemble, ils visitèrent les écoles, les centres hospitaliers, les bases militaires. Chaque fois, Hope semblait comprendre exactement où il fallait aller, qui avait besoin de lui. Un homme en fauteuil, une infirmière à bout, un enfant anxieux. Il posait sa tête sur leurs genoux et tout se taisait. Un soir de décembre, alors qu'il revenait d'une conférence à Denver, Jessica sentit que quelque chose n'allait pas. Liberty, couchée à l'arrière du van, respirait plus lentement que d'habitude. Elle leva la tête vers Jessica, ses yeux pleins de douceur mais fatigués. « Eh ma belle, ça va ?» murmura Jessica. La chienne cligna des yeux comme pour dire oui, mais son corps tremblait légèrement. Arrivés à la maison, Jessica appela aussitôt le docteur Carter. « Amène-la tout de suite », dit-il d'une voix grave. À la clinique, l'examen confirma ce que Jessica redoutait. Les analyses montraient une insuffisance cardiaque avancée. Le vétérinaire parla doucement, comme on parle à quelqu'un qui sait déjà. On peut stabiliser pour un temps, mais son cœur est fatigué, très fatigué. Jessica serra la main du docteur. « Je veux juste qu'elle ne souffre pas. Elle ne souffre pas. Elle est simplement au bout du voyage. » Cette nuit-là, Jessica installa Liberty sur le lit, avec Hope à côté d'elle. La maison était silencieuse, baignée par la lumière du feu. Elle caressa longuement son pelage, chaque cicatrice, chaque respiration. « Tu as fait plus que n'importe quel être vivant, ma belle. Tu as changé le monde, tu peux te reposer maintenant. » Hope gémit doucement, posant sa tête sur celle de sa mère. Au petit matin, le vent se leva.
Liberty leva les yeux une dernière fois vers Jessica, puis vers le ciel qui s'éclairait derrière les montagnes. Un souffle, un frémissement, et puis plus rien. Jessica resta immobile un long moment, les doigts dans le plage encore chaud, puis elle murmura, la voix brisée mais pleine de paix. « Rejoins-la, ma belle, maman t'attend. » Les funérailles eurent lieu 2 jours plus tard, dans le même cimetière où reposait Maggie. La plaque fut gravée d'une phrase simple, « Liberty, 2015 à 2025, celle qui a appris à un monde blessé comment aimer à nouveau. » Des centaines de personnes vinrent déposer des fleurs. Des enfants tenaient des pancartes avec les noms de leurs chiens adoptés grâce au projet Maggie. Certains vétérans vinrent saluer Hope en silence, le caressant comme un frère d'armes. Le docteur Carter prit la parole. Liberty a prouvé que même les âmes brisées peuvent guérir le monde. Grâce à elle, des milliers de vies ont changé. Et grâce à Maggie, tout cela a commencé par un simple geste, s'arrêter. Jessica pleurait, mais elle souriait aussi. Hope, assis à ses pieds, levait le museau vers le ciel, comme s'il cherchait quelque chose que seul lui pouvait sentir. Peut-être une présence, un parfum, une voix. Les jours suivants furent silencieux. La maison semblait vide, sans Liberty. Hope restait souvent couchée devant la porte, comme s'il l'attendait encore. Un soir, Jessica s'assit à côté de lui. « Elle est partie, mon grand. Mais elle n'est pas loin. Elle veille sur nous, comme maman. Et maintenant, c'est ton tour de montrer le chemin. » Hope la regarda longuement, puis posa doucement sa patte sur sa main. Quelques mois plus tard, une nouvelle inattendue fit le tour du pays. Hope avait sauvé une fillette diabétique de 7 ans lors d'une visite scolaire. Il avait détecté une baisse brutale de glycémie avant même que l'alarme de son capteur ne sonne. Grâce à lui, elle avait été soignée à temps. Le lendemain, les journaux titraient « Le fils du miracle continue la mission ». L'histoire fit une nouvelle fois le tour du monde. Des fondations de santé, des universités vétérinaires et même des institutions militaires demandèrent à étudier le projet Maggie Hope comme modèle officiel. Lors d'une conférence nationale à Washington, Jessica monta sur scène devant une salle comble. Sur l'écran géant derrière elle, des images défilaient. Maggie agenouillée dans la neige, Liberty sur la table d'opération, les chiots, la tempête, puis Hope, majestueux, sauvant la fillette. Elle prit la parole d'une voix calme, posée. Tout a commencé avec une femme ordinaire qui a décidé de s'arrêter. Une seule personne, un seul acte. Ce jour-là, elle n'a pas seulement sauvé un chien. Elle a rallumé quelque chose que beaucoup avaient perdu. La foi en la bonté humaine. Un silence, puis un murmure d'émotion parcourut la salle. Maggie Sullivan n'était pas célèbre, elle n'était pas riche, mais elle a compris une vérité simple. Chaque vie compte, et aujourd'hui, grâce à elle, des milliers d'autres continuent à respirer. Alors, si vous voulez changer le monde, n'attendez pas un miracle, soyez-en un. La salle entière se leva pour l'applaudir. Hope, assis à côté d'elle, leva la tête et aboya, comme pour conclure le discours. Un rire général éclata, suivi d'une ovation debout. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel, Jessica s'assit près de la fenêtre. Dehors, Washington brillait. Elle tenait dans ses mains le vieux chapelet de sa mère, celui qu'elle portait ce jour-là dans la neige. Elle ferma les yeux. Dans le silence, elle crut entendre de nouveau cette voix familière, douce, presque rieuse. « Tu vois, Jess ? Les miracles existent. Il suffit juste de ne pas passer à côté. » Elle ouvrit les yeux, un sourire tremblant sur les lèvres. « Je t'entends, maman, je t'entends. » Hope s'approcha, posa sa tête sur ses genoux. Elle le caressa longuement. « On a encore du travail, toi et moi. » Et dehors, la nuit continua de briller, paisible, comme si le monde, enfin, avait appris à s'arrêter. Les années passèrent. Le monde changeait, lentement, mais sûrement. On voyait désormais des panneaux dans les refuges, les hôpitaux, les écoles, les commissariats. « Soyez celui qui s'arrête ». Une phrase devenue universelle, inscrite sur des murs, des t-shirts, des bracelets, des affiches. Le projet Maggie Hope avait sauvé plus de 10 000 chiens et touché des centaines de milliers de vies. Les chiffres ne comptaient plus vraiment pourtant. Ce qui comptait, c'était ce que ces vies représentaient. La rédemption, la patience, le courage et ce lien invisible entre les êtres, même ceux qu'on dit différents. Hope était désormais un adulte calme et puissant, au regard plein de sagesse. Il accompagnait Jessica partout comme une ombre bienveillante. Parfois, il s'asseyait devant la photo de Liberty, posée sur la cheminée, et fixait l'image longuement, immobile. Jessica aimait croire qu'il lui parlait à sa manière. Elle aussi avait changé, moins de colère, moins de peur. Elle s'était installée définitivement dans la maison de sa mère. Le jardin qu'autrefois Maggie entretenait avec soin était redevenu vivant. Des rosiers, des pivoines, une petite fontaine.
C'était devenu un lieu de mémoire, mais surtout un lieu de vie. Chaque année, le 3 février, date où Liberty avait mis bas pendant le blizzard, Jessica organisait une cérémonie simple. On y plantait un arbre pour chaque chien sauvé dans l'année. Des familles venaient de tout le pays. Certains apportaient leurs chiens guéris, d'autres leurs souvenirs. Et quand le vent soufflait dans les feuilles, on aurait presque juré entendre des voix, des aboiements, des rires, des promesses. Un jour, après la cérémonie, un garçon d'une dizaine d'années s'approcha d'elle. Il tenait une laisse au bout de laquelle trottinait un petit chiot noir et beige. « Madame Sullivan ? Oui, je voulais vous dire merci. Mon chien vient du projet Maggie. Il s'appelle Freedom. » Jessica s'accroupit, sourit au garçon. « C'est un très beau nom. Pourquoi Freedom ?» Le garçon haussa les épaules. « Parce qu'il m'aide à respirer. Avant, j'avais peur de tout. Maintenant, j'ai peur de rien. » Jessica sentit ses yeux se remplir de larmes. « Tu sais, c'est exactement pour ça que tout a commencé. » Le garçon hocha la tête, puis demanda timidement « Et la dame qui a tout commencé, elle était comment ?» Jessica leva les yeux vers les montagnes au loin. Le vent caressait doucement son visage. Elle était comme toi, curieuse, têtue, courageuse, et surtout, elle s'arrêtait toujours. Le garçon resta pensif, puis dit avec un petit sourire « Alors moi aussi je m'arrêterai, promis. » Elle rit à travers ses larmes. C'est tout ce qu'elle aurait voulu. Ce soir-là, Jessica s'assit sur la terrasse, Aube couchée à ses pieds. Le ciel était clair, constellé d'étoiles. Dans le silence, elle sentit ce même frisson, celui qu'elle ressentait à chaque fois qu'elle pensait à elle. Maggie et Liberty. Le vent porta une odeur de lilas et de pluie. « On a réussi, maman, » murmura-t-elle. « Ton histoire continue. » Hope leva la tête, ses yeux brillants fixant un point invisible au-dessus d'eux. Et pendant un instant, Jessica crut voir deux silhouettes dans le lointain du ciel. Une femme et un chien, marchant côte à côte, sereins, libres, elle sourit. « Tu vois, Hope, il n'y a pas de fin, juste des recommencements. » Le chien posa doucement sa tête sur ses genoux. La nuit était calme, le monde, pour une fois, semblait à sa place. Et dans ce silence, une seule phrase résonnait encore, portée par le vent. Il suffit d'une seule personne qui s'arrête pour que tout change.